Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par Bricomarché Grésy-sur-Aix. Le grand bain de l'éco. Plongez dans l'économie et le monde de l'entreprise avec Benjamin sur Radio Grand Lac. Bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs de Radio Grand Lac et du Grand Bain de l'Éco. Nous nous retrouvons pour cette première session du mois de juin. Nous sommes à quelques encablures de l'été, il fait déjà lourd, un petit peu pluvieux et orageux. Et pour commencer cette émission, je voudrais d'abord mettre à l'honneur notre marraine, la marraine de la radio, de notre Radio Grand Lac, de notre belle famille. C'est Catherine Haïtis. Je voudrais, au nom de toute l'équipe de la radio, lui adresser nos plus sincères félicitations pour sa décoration, puisqu'elle a été décorée de l'Ordre national du mérite lundi soir par notre députée Marina Ferrari. Et donc, un salut amical et très chaleureux pour Catherine, que nous avons eu l'occasion de féliciter, et que nous saluons à nouveau, puisque c'est notre marraine, et plus que notre marraine de cœur d'ailleurs. Pour cette émission, cette première émission du mois de juin, j'ai le grand plaisir, j'ai toujours du plaisir à recevoir mes invités, bien évidemment, mais j'ai ce soir le plaisir de recevoir à la fois un entrepreneur local, et nous allons parler bâtiment au sens large du terme, mais pas seulement. Mais je reçois, indépendamment d'un entrepreneur, un ami, et cet ami, c'est Patrice Jay. Bonsoir Patrice. Bonsoir Benjamin. Très heureux de t'accueillir dans ce beau studio de Radio Grand Lac, refait aux couleurs de 92.fm, mais aussi de DAB+, puisque vous le savez, depuis quelques semaines, nous sommes sur on va appeler la TNT de la radio, et nous bénéficions d'une audience qui est plus importante, en tout cas d'un territoire qui s'étend de Grenoble au bassin genevois. Donc nos auditrices et nos auditeurs sont toujours plus nombreux à nous écouter. Patrice, quelques mots de présentation avant de dérouler un petit peu ton parcours entrepreneurial. Tu es un Savoyard d'adoption, mais tu es aujourd'hui un Savoyard et probablement et sans aucun doute au même titre que ceux qui sont nés en Savoie, mais tu as quand même la particularité de venir d'un coin que j'aime beaucoup pour des raisons qui sont sportives, puisque tu es un Forésien. Oui. Tu es un Stéphanois. Né à Saint-Étienne il y a 55 ans maintenant, et Savoyard depuis 35 ans. Alors, pour cadrer, si j'ose dire les choses, tu as effectivement passé ton enfance et ton adolescence à Saint-Étienne, et puis tu es venu faire des études en Savoie, à Chambéry, et sauf erreur de ma part, il s'est agi de l'école supérieure de commerce. Oui, à l'époque, on était sur l'école supérieure de commerce de Chambéry, qui était une école après prépa. Et donc j'y suis rentré en 90 et j'en suis ressorti en 93. 93, d'accord. À l'occasion de ces études, je pense qu'il y a un certain nombre de rencontres que tu vas faire. Alors une double rencontre, puisque en 90, dès le premier jour, j'ai rencontré celui qui allait devenir mon associé quelques temps plus tard, en 95 exactement, Yannick Boquet. Que l'on salue amicalement et chaleureusement. On va être conduit, on parlait un petit peu d'Yannick. Voilà. Il n'est pas là physiquement, mais il est présent par le cœur. Et d'ailleurs, tu vas le retrouver tout à l'heure, parce qu'il y a un séminaire qui rassemble les collaborateurs Softica. Voilà, d'une des sociétés que tu as le plaisir de diriger. Je te laisse poursuivre. Et puis une deuxième belle rencontre, puisque j'ai rencontré mon épouse également, avec qui je me suis marié en 97. Voilà, Valérie, qu'on salue également amicalement et chaleureusement. Deux rencontres extrêmement importantes. Tu as un bagage universitaire, en tout cas un bagage supérieur. Et à l'issue de ces 3 années, explique-nous un petit peu ce qui te guide avec Yannick. Quelles sont les idées, comment vous phosphorez pour arriver, si j'ose dire, à réaliser ce qui va être accompli. Et pour tout dire, et parce que tout le monde ne connaît peut-être pas ce qui s'est produit ensuite, c'est du très haut niveau, et mais
très modeste et humble, mais objectivement, et parce que moi je connais votre histoire, raconte-nous un petit peu ce qui vous est passé par la tête et ce qui vous a permis de rentrer dans le grand monde de l'entreprise. Alors, il est vrai que pendant tout notre parcours à l'école de commerce, on a toujours eu cette volonté de créer, et si possible de créer ensemble. On avait une volonté entrepreneuriale. À la sortie de l'école en 93, donc à l'époque il y avait encore service militaire, donc chacun de notre côté on est parti faire 10 mois de service militaire, et puis derrière, donc Yannick a travaillé pendant 1 an pour son papa qui avait une entreprise dans le sport d'hiver. Absolument. Alors que l'on salue également Jean-Pierre Boquet. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots de Jean-Pierre Boquet, parce que c'est, j'allais dire, une personnalité qui est absolument incroyable et qui a fait des inventions incroyables. Alors Jean-Pierre Boquet, c'est un géo trouve-tout qui a opéré dans le milieu des machines d'entretien et de réparation des skis, farteuses, surmouleuses, etc. Et qui a monté une très belle société qui s'appelait Skid, qu'il a cédé après au groupe Wintersteiger. Absolument, des Autrichiens, je crois. Des Autrichiens, voilà, tout à fait. Donc Yannick fait ses armes. Travaille pour son papa en Pologne pendant 1 an, notamment pour développer l'activité de ski en Pologne. Moi, de mon côté, je suis parti. Alors, j'ai fait une petite. Je suis parti pendant 1 année sur la Côte d'Azur pour travailler pour le groupe Thirier dans les surgelés, donc en tant que co-responsable d'un dépôt des Alpes-Maritimes. Et puis on s'appelait quasiment toutes les semaines avec Yannick en disant est-ce que tu as une idée, est-ce que tu as une idée. Finalement, on a fait des salons pour essayer de trouver des idées. Et puis, on a décidé de partir en 95 sur une activité de stockage, rangement, séchage, désinfection des chaussures de ski, stockage des skis par eux-mêmes. Et on a développé cette activité, alors en s'appuyant sur le réseau commercial qu'avait développé le père de Yannick à travers Skid, ce qui nous a quand même beaucoup aidé au départ. Et donc on a développé cette activité pour racheter finalement en 97 notre principal concurrent et prendre une place très modeste, puisqu'on était sur un métier quand même de niche, mais de premier acteur mondial dans cette activité, avec une exportation à peu près dans tous les pays où on trouvait de la neige et des stations de sport d'hiver. Donc cette activité nous a mené jusqu'en 2002, et en 2002, on a eu une proposition du groupe Wintersteiger, qui avait racheté quelques années auparavant la société Skid, de reprendre également notre activité. La proposition étant honnête, quelque part la possibilité pour nous de partir sur d'autres domaines, parce qu'on se sentait aussi un petit peu coincé dans le domaine du sport d'hiver, une envie de voir d'autres territoires, on va dire. Donc on a accepté, et puis on est reparti dans des activités tout à fait nouvelles qui étaient liées au bâtiment, avec le rachat d'une société qui était à la barre du tribunal de commerce de Chambéry et qui avait eu des difficultés, qui s'appelait Partenaire Agencement, qu'on a racheté et qu'on a fait évoluer sur du contractant général, donc entreprise tout corps d'État. Et puis le rachat de nos voisins de l'époque, Cover Metal, menuiserie aluminium, métallerie, vitrerie. Donc Yannick s'est occupé de Cover Metal, moi plutôt de la partie bâtiment, ouais, qui est devenu Créa Design, puisque la société a été créée en 2002. Et on a donc développé ces différentes activités comme on le pouvait, avec nos connaissances quand même limitées dans le bâtiment, mais on a appris sur le tas, et puis avec nos collaborateurs qui nous ont bien appuyés et bien aidés. Finalement, nous avons revendu Cover Metal au bout de quelques années, 4 ou 5 ans plus tard, parce que nous avons déterminé une activité qui nous plaisait tout particulièrement, qui était la porte automatique, et avec une volonté de développer notre propre marque. Donc une conception de produits, montage, fabrication, montage, et donc une commercialisation et une maintenance des produits. Donc Yannick s'est occupé de cette activité-là, l'a développée. Donc c'est la marque Softica aujourd'hui, voilà, qui est basée à Méry, ouais, qui emploie une centaine de personnes, qui est présente sur toute la France, soit en propre, avec des agences sur toute la partie nord de la France, ouais, soit avec des distributeurs, et qui réalise à peu près 15 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Concernant Créa Design, donc là aussi, cette activité qui est une activité au départ de production, menuiserie d'agencement, etc. Donc on a fait évoluer sur de l'entreprise générale du contractant général. A été développée sur Rhône-Alpes élargi, et puis après on a même pendant un temps ouvert une agence à Marseille, à Paris. Finalement aujourd'hui on s'est recentré sur toute la partie Rhône-Alpes avec le siège à Chambéry, une agence à Francheville. On réalise un chiffre d'affaires d'un peu plus de 20 millions d'euros avec 40 collaborateurs et donc une activité qui est très ciblée sur le haut de gamme, appartements, chalets en station, parce que la proximité des stations fait que on a forcément des opportunités, beaucoup notamment à Val d'Isère, Méribel, Courchevel, Megève. Également CHR, donc restaurant, hôtellerie, un des, je dirais des chantiers marquants et que l'on suit depuis, c'est un client qui nous suit depuis très longtemps, c'est l'auberge du Père Bise, à Jean-Sulpice à Talloires, qui est une très belle réalisation. Absolument. Voilà, pas mal de cabinets médicaux également, et notamment de cabinets dentaires un peu partout sur la région. Des agences bancaires également. Et des agences bancaires qui est un peu une activité historique. Ça fait une quinzaine d'années qu'on travaille de façon très, je dirais très serrée avec le Crédit Agricole, la Banque Populaire, et qu'on les accompagne dans leur restructuration, développement d'agences. Ouais. Merci pour ce panorama qui est très complet et qui amène quelques questions ou observations. On l'a bien compris, dans le sillage, si j'ose dire, de Jean-Pierre Boquet, le papa de Yannick, vous vous lancez effectivement dans une activité qui est liée au monde du sport d'hiver, des sports d'hiver, en bénéficiant d'un certain nombre de connaissances, d'un portefeuille client, si j'ose dire. C'est le moyen de naître à l'économie, à l'entreprise, et puis vous décidez de vous recentrer dans des domaines d'activité qui sont encore un peu éclectiques, puisque c'est du bâtiment, mais c'est également de la métallurgie avec Cover Metal, pour finalement affiner ces synergies en décidant de vous consacrer au bâtiment, j'allais dire de manière exclusive, mais dans des conditions qui sont elles-mêmes très très disparates, très éclectiques, parce que l'entrepreneuriat général du bâtiment à travers Créa Design, c'est une activité du bâtiment à proprement parler. La porte automatique, en revanche, c'est un domaine très spécifique qui nécessite aussi une technicité, des compétences qui sont très spécifiques. Je note que tout cet ensemble représente aujourd'hui un chiffre d'affaires consolidé de 35 millions d'euros, ce qui est quand même pour le moins important, s'agissant de structures, d'entités qui reposent toujours sur un actionnariat familial, si j'ose dire. Oui, mais avec Yannick, donc on est associés depuis le départ, depuis 95, donc ça va faire 30 ans, et avec un actionnariat qui n'a pas changé. On a fait rentrer le Crédit Agricole il y a 3 ans maintenant. Alors, ils nous avaient déjà accompagnés dans le développement de Softica. Là, ils sont rentrés sur notre holding, BJ Participation, il y a 3 ans, pour un peu par amitié, on va dire, pour nous accompagner. Alors, on a même une troisième activité qui est Créa Maintenance, qui est une activité que on a créée il y a maintenant, je dirais 6-7 ans, avec un rachat d'un de nos concurrents en 2020, en plein Covid. Une entreprise grenobloise, enfin en tout cas du Grand Grenoble. Exactement, puisqu'elle est située à Claye. Donc une entreprise, on a 25 collaborateurs, avec un chiffre d'affaires un peu plus de 5 millions d'euros et qui intervient là on est plutôt dans du service, on va dire, donc qui intervient sur une activité de maintenance multitechnique pour des grandes enseignes nationales. Alors, nos clients sont par exemple des gens comme Grand Frais, beaucoup de retail textile, le groupe Beaumanoir, qui est un groupe qu'on retrouve dans pas mal de galeries marchandes.
Zadig et Voltaire, The Couples. Oui, donc des enseignes qui sont extrêmement réputées. Voilà, et qui sont réparties sur l'ensemble du territoire. D'accord. Donc là, on intervient pour traiter toute leur bobologie et faire intervenir les bons artisans, puisque nous, on n'a pas d'artisans en interne. Là, on est vraiment une plateforme, on va dire, de mise à disposition de personnel adéquat. D'accord. Alors, si on revient un petit peu plus en détail sur chacune des trois structures, étant précisé que Créa Design et Créa Maintenance fonctionnent main dans la main. Assez proche. Voilà, avec des synergies qui sont un petit peu plus évidentes qu'avec Softica, dont le cœur de métier est la porte automatique, donc un secteur extrêmement spécifique et spécialisé. Mais c'est vrai que Créa Design et Créa Maintenance peuvent développer ces synergies. Étant précisé que Créa Design, c'est non seulement une entreprise générale du bâtiment, mais c'est également un bureau d'études. Oui, on a... nous avons concentré notre bureau d'études à Francheville, avec une dizaine de personnes en bureau d'études, justement pour toute la partie conception. Lorsque nos clients nous le demandent, on peut intervenir aussi bien sur des chantiers où le client va avoir son propre archi d'intérieur, et va nous demander d'exécuter les projets qui ont été dessinés par ses prestataires. Vu qu'on a affaire quand même à une clientèle, on travaille beaucoup avec une clientèle étrangère, beaucoup d'anglais notamment, qui ont souvent plusieurs résidences un peu partout dans le monde, et qui ont des cabinets qui les suivent, donc ils ont une certaine habitude de ce type de projet. Donc là, on prend le projet tel qu'il a été dessiné, on l'exécute en développant les différentes phases de ce projet, en relation bien sûr avec les cabinets spécialisés. Et puis on peut avoir, dans le cadre notamment des cabinets dentaires, très fréquemment on nous demande de faire un projet qui va de la conception jusqu'à la réalisation clé en main. Donc notre bureau d'études intervient aussi bien sur de la conception, de l'architecture, puisque on peut également, à partir du moment où il n'y a pas de dépôt de permis, intervenir sur des dépôts administratifs, et également sur du développement de plans, ce qu'on appelle les plans pro, qui permettent de réaliser le chantier ensuite avec les différents corps de métier. D'accord. S'agissant de la clientèle, concernant Créa Design, on est plus sur une clientèle de professionnels, mais pas exclusivement, comme tu l'indiquais, puisqu'effectivement, vous intervenez sur la construction, la rénovation, on va dire, de résidences plutôt luxueuses, des hôtels particuliers, des chalets, et là, les donneurs d'ordre sont davantage des particuliers que des professionnels. Tout à fait. On est essentiellement en Tarentaise ? Oui, beaucoup. Alors, on a aujourd'hui, effectivement, on a une station un petit peu de prédilection qui est Val d'Isère, où on intervient énormément. Bon, il faut dire que c'est une station qui se développe énormément et qui attire beaucoup de monde aujourd'hui. Probablement la station de Tarentaise, enfin de Haute-Tarentaise en l'occurrence, qui s'est le plus développée et dont le prix au mètre carré a explosé dans les proportions les plus significatives. Effectivement, on parle beaucoup de Courchevel, mais je pense que Val d'Isère... Oui, c'est un autre spot. Absolument. Voilà, avec une clientèle peut-être un peu différente de celle de Courchevel, mais avec chaque année de nombreux projets sur lesquels nous sommes aujourd'hui, parce que relativement connus sur le secteur, souvent questionnés. D'accord. Je sais que Créa Design est aussi intervenu dans des contrées un petit peu plus lointaines. Ça a été une découverte, une possibilité également de dispenser son art dans d'autres régions. Mais aujourd'hui, je crois savoir que la décision a été prise, entre guillemets, de se concentrer sur un territoire un petit peu plus ramassé, si j'ose dire. Enfin, bon, la région Rhône-Alpes,
plus exactement l'ancienne région Rhône-Alpes, ce qui est déjà significatif. Par contre, de moins intervenir dans des régions où des agences ont pu exister, mais ont été fermées. Oui, alors effectivement, comme je l'ai dit en introduction, nous avons eu des agences à Marseille, à Paris également, même temporairement à Lille et à Bordeaux. C'était en fait dans une volonté de suivre nos clients, et notamment des clients bancaires, puisque on travaillait avec les crédits agricoles de l'ensemble du territoire. Donc, il est toujours plus facile d'avoir du personnel sur place pour pouvoir suivre les projets. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il est relativement compliqué dans nos métiers d'avoir une mainmise importante sur les projets quand on est loin. Donc, on a fait une petite marche arrière par rapport à tout cela en décidant de se recentrer sur la région Rhône-Alpes. Alors, on va dire région Rhône-Alpes élargie, parce qu'on intervient, par exemple, là, pour le moment, on fait des crédits agricoles pour le crédit agricole de Franche-Comté. Donc, on est un petit peu plus région Grand Est. Exactement. Ouais. Mais on continue à intervenir sur des projets, notamment sud de la France, Paris, à la demande, en fonction de possibilités, avec des partenaires locaux. Et je dirais que voilà, très ponctuellement, on le fait, mais depuis nos bases, parce qu'on a vraiment décidé d'avoir des équipes qui soient sous la main, de manière à pouvoir apporter un niveau de qualité, de service qui soit le plus important possible. On va quand même rappeler que Créa Design, c'est valable également pour Softica, mais Créa Design et Créa Maintenance sont sur un créneau, on va dire, d'excellence quand même, c'est-à-dire de produits haut de gamme, bien évidemment. Ça n'est pas, entre guillemets, à la portée de tous les maîtres d'ouvrage, de tous les donneurs d'ordre. C'est un positionnement qui a été décidé, voulu au fur et à mesure, effectivement, de l'évolution du marché. Et puis, bien évidemment, des connaissances qui ont permis de réaliser des chantiers dans des endroits prestigieux et puis de susciter évidemment des envies d'avoir le même chalet que son voisin. Et on est dans un monde où beaucoup de choses se font de bouche à oreille. Bien sûr. Un client qui fait un chalet à Val d'Isère ou à Courchevel, la plupart du temps, on va pas le démarcher. C'est lui qui arrive chez nous par du bouche à oreille. D'accord. Et notre meilleure publicité, elle est là. Ouais. Donc effectivement, on se doit vis-à-vis de ses clients, mais vis-à-vis de tous les clients, d'être irréprochable. Ce qui n'est pas toujours évident dans le bâtiment. On est comme tout le monde, on fait des erreurs, mais on fait en sorte de les corriger quand il y en a. Bien sûr, on fait des erreurs, on les corrige, et puis on est aussi assuré, parce qu'il faut quand même rappeler que naturellement, on est extrêmement professionnel, on est assuré, et qu'on est assuré contre tous les risques qui peuvent se produire en termes de garantie, notamment décennale. Je ne sais pas si ça parle aux auditeurs et aux auditrices, mais c'est ce qui permet de préserver le maître d'ouvrage des désordres qui engagent la solidité d'un ouvrage. Typiquement, lorsque y a des défauts de fabrication majeurs, tout ceci est évidemment assuré. Mais je crois savoir que la société Créa Design a suffisamment d'expertise et de savoir-faire pour s'être entre guillemets délesté de ces difficultés. Il est intéressant de noter que Créa Design s'est recentré sur un secteur géographique, plus exactement centré sur un secteur géographique un peu plus restreint, tandis que, sauf erreur de ma part, Softica a lui non seulement des ambitions nationales, mais des réalisations nationales. Alors, je veux dire que je suis assez activement sur LinkedIn notamment, toutes les belles réalisations de la société Softica, qui elle a des points de rattachement dans des villes extrêmement importantes, dont Paris. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces réalisations, elles sont d'une qualité assez exceptionnelle, notamment dans des établissements particulièrement réputés. Oui, tout à fait. Il y a eu des belles réalisations de fait. Donc Softica, comme je l'indiquais, le siège social est à Mairie, mais il y a eu une volonté justement pour apporter du service aux clients, d'être le plus possible présent sur le territoire. Donc ça a commencé par
la région lyonnaise, avec une implantation proche de Brignais. Ensuite, il y a eu la mise en place d'une agence en région parisienne, tout d'abord à Villebon-sur-Yvette et puis aujourd'hui à Marcoussis. Une implantation proche de Lille, une à Rennes, une à Bordeaux. Donc tout ça, comme je le disais, permet d'avoir une couverture sur toute la partie nord de la France, et puis après avec des distributeurs historiques dans le sud, le sud-ouest de la France, toutes les autres régions sur lesquelles on peut être sollicité. Donc il y a, en plus de tout cela, Yannick Boquet a vraiment une volonté d'innover. Et d'ailleurs, il a eu Softica a eu un certain nombre de prix de l'innovation, a développé des nouveaux produits, dernièrement des portes. On va en parler juste après la pause musicale qui se déroulera dans 2 ou 3 minutes, parce que je veux pas non plus spoiler effectivement. Il s'agit pas de dévoiler des secrets de fabrication qui sont couverts par la propriété intellectuelle. En revanche, je pense qu'il est important pour les auditrices et les auditeurs de savoir quelle est l'expertise de cette belle maison qui fait la fierté, pour être vraiment sincère et clair, de la Savoie et du grand bassin aixois, puisque la société a son siège à Méry, mais nous sommes dans un domaine qui est extrêmement spécifique, où la concurrence est quand même particulièrement importante, et on peut citer peut-être 2 acteurs nationaux et internationaux. Alors on connaît bien évidemment un acteur qui est un acteur extrêmement puissant, beaucoup plus puissant, avec des investisseurs nombreux, divers et variés, qui est la société Record Portes Automatiques, qui a également des locaux en Savoie. Et puis, sauf erreur de ma part, il y a un important fabricant, Portalp, absolument. Et puis un important fabricant et distributeur allemand qui doit être Dorma. Il y a Dorma, voilà, exactement. Et c'est assez marrant parce qu'on remarque qu'il y a pas mal d'intervenants qui sont dans la région. Ouais, tout à fait. On a Manusa également qui est dans le parc de Méry. On est voisins et concurrents. Mais voilà. Donc c'est un petit milieu, mais avec une concentration en Rhône-Alpes assez importante. D'accord. Je voudrais bien effectivement qu'on consacre quelques minutes tout à l'heure à évoquer la technicité, si j'ose dire, qui fait la qualité des réalisations de portes automatiques, parce que indépendamment du produit lui-même, il y a ensuite le fonctionnement, et je pense que ça mérite quelques observations pour saluer le travail qui a été réalisé et qui continue de l'être. Petite pause musicale, sur Radio Grand Lac, dans le Grand Bain de l'Écho, et on se retrouve dans quelques instants. Radio Grand Lac. La radio de l'identité locale. Au cœur de votre quotidien. Sur le 92.1 et en DAB. Cette émission vous est présentée par Bricomarché Grésy-sur-Aix. Le Grand Bain de l'Écho. Plongez dans l'économie et le monde de l'entreprise avec Benjamin sur Radio Grand Lac. On est de retour sur Radio Grand Lac dans le Grand Bain de l'Écho, le Grand Bain de la vie locale. Un petit salut amical à notre sponsor émission, Sébastien Philippe, Bricomarché Grésy-sur-Aix, à quelques encablures de notre joli studio redécoré. Patrice, on se retrouve donc après cette petite pause musicale pour finir de parler des activités du groupe sous la holding BJ Participation. Alors c'est pas compliqué, BJ, c'est Boquet G Participation. On n'a pas fait très. C'est simple. Et une holding, pas très compliqué. Voilà, une holding dont on a compris qu'elle repose essentiellement sur votre actionnariat à vous, même si il y a un établissement financier, mais qui aujourd'hui emploie 180 collaborateurs. Je pense que c'est tout à fait notable. Alors essentiellement en Savoie, puisque Softica a son siège à Méry, tandis que Créa Design, a son siège à Chambéry. Et d'ailleurs, je tiens à le souligner, dans un magnifique endroit, puisque le siège social de Créa Design, en tout cas le nouveau siège social, s'est installé en 2016 ou 2017, si mes souvenirs sont bons, 2018, dans un vieux corps de ferme. Oui, une vieille ferme que nous avons complètement réhabilitée. À Charrière-Neuve. À Charrière-Neuve, donc
proche du phare, à Chambéry, donc ouais. dans une zone qui est plutôt résidentielle. Oui. Mais vu notre métier, on s'est dit que c'était plutôt intéressant de montrer à travers une réalisation comme celle-ci quelles étaient les capacités de l'entreprise à réaliser ce type de projet. Donc on a gardé les 4 murs, Ouais. grosso modo, et tout le reste a été refait, les dalles, etc. Et c'est à la fois un lieu très agréable, je pense, pour nos collaborateurs, pour le travail quotidien, et puis un lieu surtout où on peut recevoir nos clients dans une belle ambiance, Ouais. donc et leur montrer une expérience de ce qui peut les attendre. Un petit bijou architectural, si vous passez devant, vous le verrez, à la fois à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, parce que je connais bien les lieux, et c'est vrai que on sent qu'on est dans une entreprise du bâtiment, on sent qu'il y a un architecte que je connais très très bien aussi, on peut le saluer peut-être, Xavier Salerio, Xavier Salerio, qui a été un nos collaborateurs, et qui est aujourd'hui un architecte qui a pris son envol. des PSG, qui a pris son envol et qui continue de suivre d'ailleurs et de suivre Créa Design et bien d'autres entrepreneurs dans le cadre de réalisations particulièrement intéressantes. Avant la pause, on évoquait Softica. Alors, on va pas rentrer évidemment dans le détail, livrer des secrets de fabrication, c'est pas le propos, mais je pense qu'il était intéressant, en tout cas de mon point de vue, il est intéressant de savoir un peu comment on fabrique, comment on monte une porte automatique, comment ça fonctionne, parce que voilà, j'allais dire, on en emprunte tous, à peu près tous les jours, en passant la porte d'une banque, tiens, par exemple, d'un hôtel. Alors, Kesako, comment on fait, Patrice? Alors, une porte automatique, finalement, il y a deux organes. Il y a la partie porte à proprement parler, donc les vantaux, qui eux sont fabriqués sur mesure en fonction des besoins du bâtiment. Et, en fait, il faut remplir une ouverture qui a été prévue par l'architecte. Et puis il y a toute la partie mécanisme avec donc un ensemble qui permet d'actionner la porte avec toute une technicité. Nous, notre volonté a été de maîtriser donc la chaîne de fabrication de la porte, en commençant par la conception, puisque nous avons des personnes en interne au bureau d'études qui font la conception des portes, qui tous les jours travaillent sur leur amélioration, leur perfectionnement, sur des nouvelles technologies, sur de l'innovation, comme je le disais tout à l'heure. Il y a une partie qui est électronique, donc là on travaille avec des gens qui sont spécialisés là-dedans, et notamment dans les cartes électroniques. Donc on fait fabriquer sur un cahier des charges que nous montons nous-mêmes. Derrière, il y a une partie, on va dire, plus mécanique, avec des sous-ensembles que on reçoit donc au siège social à Mairie. Et on a un atelier assez important de montage. On a un bâtiment qui fait aujourd'hui 1800 mètres carrés, qui devient d'ailleurs un petit peu petit, et qui nous permet à la fois donc de faire l'ensemble des montages de portes en fonction des différentes commandes que l'on peut recevoir, et de les expédier. Alors soit des portes complètes, soit quelquefois avec nos distributeurs notamment des ensembles uniquement mécaniques, de manière à ce que eux après, lorsqu'ils reçoivent le mécanisme justement, ils s'occupent de commander eux-mêmes la porte et de la mettre en place. Et après, il y a tout un aspect, puisque au niveau des portes automatiques, il y a une obligation légale qui est de la maintenance annuelle, avec 2 visites de maintenance pour des questions de sécurité, etc. Donc on a également associé à la vente d'une porte la vente d'un contrat de maintenance. Voilà. Et on a des techniciens, on a 24 techniciens aujourd'hui sur toute la partie alors nord de la France, comme je disais, enfin si on coupe à partir de Rhône-Alpes, toute la partie qui se trouve au nord, on a 24 techniciens donc qui sont en charge de la maintenance des portes qui ont été vendues, posées par nos équipes. D'accord, très bien. Donc j'allais dire que vous maîtrisez entre guillemets toutes les étapes du processus de fabrication, de distribution et de maintenance. Absolument. Voilà. Absolument. Le cœur de cible de Softica, en termes de donneurs d'ordre, on a parlé des établissements d'hôtellerie, de restauration, des établissements financiers aussi. C'est assez large. C'est assez large. En fait, partout où on a des bâtiments, alors
commerciaux, administratifs, je dirais qu'il y a un besoin souvent de portes, parce que c'est un avantage de faciliter. Espace de grande distribution. La grande distribution, bien sûr, et également. Donc, on intervient sur ces différents domaines d'activité. On a des portes qui sont donc présentes dans les petits commerces, notamment boulangerie, enfin tout le retail. Et en termes de distribution, on intervient quelquefois en direct, parce que justement, on a un boulanger, un boucher qui peut nous dire tiens, j'ai besoin d'une porte, et vu qu'on a un réseau commercial qui maille le territoire, voilà, ils peuvent être en direct avec ces gens-là. Et on travaille aussi beaucoup avec des distributeurs locaux, enfin des gens type, on parlait de cover metal tout à l'heure, c'était exactement dans le cadre du métier de cover metal, c'est ce qui se passait. Nous, on posait des portes pour dans le cadre de chantiers un peu plus larges où on avait une façade à faire en mur rideau ou autre, et une porte était prévue. Donc à l'époque c'était du négoce par rapport à des concurrents, mais aujourd'hui voilà, on intervient donc avec ce type de clientèle. Donc on a beaucoup de clients qui sont des installateurs type menuisier alu, serrurier, et qui distribuent nos produits. D'accord. Donc ça veut dire, et c'est quand même extrêmement important, c'est une information qu'on rappelle ou qu'on précise pour ceux qui ne le sauraient pas. Softica, c'est un intervenant à la fois des maîtres d'ouvrage qu'on qualifiera d'importants, de puissants, mais c'est également celui qui est Softica, est à votre disposition également si vous avez un petit commerce, un bureau de tabac, une boulangerie, une épicerie qui a besoin d'être équipée en portes automatiques. Et on met également des portes automatiques, par exemple dans des chalets, parce qu'on c'est vrai. Softica a une particularité, c'est qu'elle propose à la fois des portes automatiques, on va dire d'extérieur, et puis des portes automatiques d'intérieur, donc avec un mécanisme un peu plus simple, mais qui permet notamment pour des personnes qui ont des difficultés suite à un manque d'espace ou autre, d'optimiser justement les passages d'une pièce à l'autre. Ça peut être aussi dans le cadre une cave à vin, ça peut être entre une chambre et une salle de bain. Voilà, donc on a un produit qui est assez sympathique, qui peut être posé soit en galandage, soit en applique, et qui facilite grandement la vie lorsqu'on a des besoins de ce type. Donc une belle et vertueuse entreprise, 100% savoyarde si j'ose dire. Oui, complètement. Mais qui prodigue ces belles activités un petit peu partout en France. Et encore une fois, je vous invite à suivre les réalisations de Softica sur les réseaux sociaux. Moi, je suis beaucoup sur LinkedIn, mais j'imagine que d'autres comptes sur d'autres réseaux existent. Oui, il y a une communication. Insta et compagnie, si je veux dire. Tout à fait. On a une personne qui est en charge de la communication. Absolument. Et qui fait donc part de toutes les belles réalisations et qui communique assez régulièrement sur l'actualité de la société. Alors Yannick serait mieux habilité que moi à parler de Softica, puisqu'il en est le dirigeant, donc il faudra que tu je l'inviterai, ça c'est certain, que tu refasses une passe. On avait envisagé que vous soyez là tous les deux ce soir, mais comme je l'ai précisé en début de propos, en début d'émission, Yannick est déjà à Grenoble où se tient un séminaire de Softica que tu vas rejoindre immédiatement. Cette émission achevée, ce qui me permet de te remercier justement d'avoir bien voulu rester avec nous jusqu'à 19h30. Pour terminer avant d'évoquer en quelques mots et un petit peu plus tes activités, notamment judiciaires, puisque tu es juge au tribunal de commerce, je voudrais que tu nous dises ce qui continue 40 ans après, 35 ans après, de motiver cette merveilleuse union, en tout bien tout honneur, si j'ose dire, puisque vous êtes tous les deux heureux dans votre vie familiale, mais 35 ans d'amitié, mais également d'association. Je peux en témoigner, elle est toujours aussi vivace. C'est assez exceptionnel. Explique-nous le secret de cette amitié association qui dure.
Alors, je sais pas si c'est un secret. Je sais pas, mais en tout cas, c'est impressionnant. Mais en tout cas, c'est assez naturel. Je crois que c'est une belle rencontre, puisqu'on s'est rencontrés en 90 et qu'on s'est associé en 95 avec Yannick. Il y a un respect mutuel. Il y a une répartition des tâches qui s'est faite assez naturellement. Ouais. Donc, je l'apprendrai à personne. Une entreprise, c'est pas un long fleuve tranquille. Non. On a eu des moments exceptionnels. On a eu des moments compliqués. Ouais. Et voilà, chaque fois, il y a eu un vrai respect, il y a eu un vrai dialogue. Il n'y a jamais eu un mot plus haut que l'autre. On s'est jamais engueulé. Voilà. Donc, incroyable. Donc ça c'est beau, je trouve. Et effectivement, et non seulement on se voit au travail, mais on se voit même en dehors. Absolument. Donc comme quoi il y a encore un peu de possibilités. On peut donc être associés et amis, et même amis intimes, hein, on va le dire, et partager naturellement des valeurs, parce que j'allais dire oui, une entreprise c'est pas un long fleuve tranquille, un groupe c'est pas un long fleuve tranquille. Mais la réalité, c'est aussi que vous avez réussi, entre guillemets, à prospérer par un niveau d'exigence, de discipline et de rigueur, j'allais dire, particulièrement important. Hein ? Oui, et puis on s'est appuyé sur nos équipes. Voilà, aujourd'hui, le développement des entreprises, il est, bien sûr, on a pu donner des impulsions, mais c'est les équipes avec lesquelles on travaille maintenant depuis certains, sont là pratiquement depuis le départ. Incroyable. Donc on a des gens extrêmement fidèles avec qui, le courant est toujours bien passé et sur lesquels on sait qu'on peut s'appuyer. On va effectivement saluer tous les collaborateurs et toutes les collaboratrices de Créa Design, de Créa Maintenance, de Softica, passé, présent et à venir, pour leur contribution à cette belle aventure entrepreneuriale savoyarde, même si pour toi elle est née dans le Forez pour se poursuivre dans notre belle région de lacs et montagnes. La dernière partie de notre émission, puisqu'il nous reste un tout petit quart d'heure, j'ai voulu la consacrer à tes activités, pas extra-économiques, parce que ce sont justement des activités économiques, mais qui sont des activités judiciaires. Tu n'avais pas assez de travail et tu as été sollicité, parce que je te connais suffisamment pour savoir que tu ne te mets pas en avant, tu es d'une grande humilité. En revanche, tu as un défaut, c'est que tu as tendance à ne pas savoir dire non. C'est ça ? Un peu. Bon. Ma femme me le dit souvent. Et je sais que tu as été sollicité, tu nous diras dans quelles conditions et il y a combien de temps, pour donner du temps, et je dirais beaucoup de temps, à une institution qui est une très belle institution, le tribunal de commerce de Chambéry. Alors, il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas l'environnement d'un tribunal de commerce, qu'il s'agit d'une juridiction composée de magistrats non professionnels, qui ne passent pas le concours de la magistrature. J'allais dire même mieux, ce sont des commerçants professionnels, la plupart du temps en activité, mais pas exclusivement, de tout domaine d'activité, dans l'industrie, le bâtiment, les services, le tourisme, l'expertise comptable, puisque le président actuel, Pierre Sirodo, est un expert comptable, et tu as été sollicité pour apporter ton concours à cette belle aventure d'une justice privée, en ce sens que c'est effectivement une justice qui est rendue par des magistrats non professionnels, mais qui relève du ministère de la Justice et qui rend la justice depuis plusieurs dizaines d'années à Chambéry. C'est un tribunal de commerce historique, contrairement à celui d'Annecy, qui est une création de 2007, puisqu'auparavant c'était une chambre commerciale d'un tribunal de grande instance. Le tribunal de commerce de Chambéry, lui, il a une histoire presque séculaire, ou même plus que séculaire, et indépendamment du contentieux qu'il gère et des procédures collectives, les redressements et les liquidations judiciaires malheureusement qui s'y produisent, il faut savoir que le tribunal de commerce, c'est d'abord le siège de toutes les créations, cessions d'entreprises, c'est le registre du commerce et des sociétés, et c'est bien évidemment par le prisme de ce registre du commerce géré par le tribunal de commerce que s'opèrent toutes les constitutions et les créations. Alors, toi, ton monde, c'est celui de la justice commerciale. D'abord, dis-nous,
Dans quelles conditions tu es sollicité et quand? Alors, il y a un peu plus de 6 ans maintenant, quelqu'un que tu connais bien, Jean-Michel Dufour, ancien président du tribunal de commerce, que je salue d'ailleurs. On le salue très chaleureusement. Grande personnalité. Très grande personnalité. Qui m'a demandé donc si je pouvais être intéressé pour rejoindre l'équipe du tribunal. Alors c'est pas forcément quelque chose qui se fait d'office puisqu'il faut être élu. Il faut être élu, hein, par ses pairs. Et donc après mûre réflexion, je dis allez, pourquoi pas. Et donc je suis rentré au tribunal effectivement il y a un peu plus de 6 ans maintenant. J'ai intégré une super équipe parce qu'en fait on a effectivement aujourd'hui on doit être 28 juges me semble-t-il. Ça tourne toujours un petit peu autour de ce chiffre-là avec des juges de différentes expériences bien sûr. On a des jeunes juges, on a des juges un peu plus chevronnés, mais une équipe qui est extrêmement solidaire, volontaire et qui a une seule et même volonté qui est d'accompagner les entreprises. Souvent, le tribunal peut avoir un peu l'image de la censure, de la condamnation, parce que on rapproche ça du contentieux, mais il y a ou des procédures collectives. Ouais. Mais il faut vraiment voir le tribunal comme un organisme qui est là pour accompagner les entreprises, que ce soit dans leurs litiges, dans leurs difficultés, trouver des solutions. Et c'est toute la démarche qui est la nôtre aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les chefs d'entreprise aient une sorte de réflexe quand ils sont face à des difficultés, de venir nous voir, de ne pas rester seul, parce qu'il n'y a rien de pire. Et alors qu'il y a toujours des solutions, il y a toujours possibilité de les accompagner pour trouver des possibilités de revoir. Après, il y a différentes procédures, hein, mais notamment pour les procédures collectives, que ce soit en conciliation, en ad hoc. On va en parler effectivement brièvement. On a vraiment des moyens de les accompagner dans leurs difficultés et de les soulager. Ouais, c'est important. Alors, ce que je veux ajouter, c'est que tu as évoqué un panel d'une petite trentaine de magistrats qui sont, faut-il aussi le préciser, des commerçants totalement bénévoles dans l'exercice de leur activité juridictionnelle. C'est-à-dire que c'est quasiment un sacerdoce. Il faut quand même avoir une sacrée motivation pour s'infliger beaucoup de travail, il faut le dire, d'accord, sous pas la responsabilité, mais aux côtés d'un greffe qui est aujourd'hui composé de 3 associés à Chambéry, qui est un greffe historique, qui est la famille May, pour ne pas la citer, et qui a une expertise qui est énorme. Pour le coup séculaire, puisque le propre père de Frédéric May était son prédécesseur au greffe du tribunal de commerce de Chambéry. Donc c'est vrai qu'avoir à ses côtés, j'allais dire, un greffe aussi expérimenté, compétent, ça permet de former des juges dans de bonnes conditions. Je pense que tu me le confirmeras. Mais la formation, c'est également une formation juridictionnelle qui est une obligation de formation. C'est une obligation. Voilà. On a, lorsqu'on devient juge consulaire, il y a une obligation de formation à l'École nationale de magistrature. À Bordeaux. Alors dont le siège est à Bordeaux, mais la formation a lieu à Lyon, au tribunal de commerce de Lyon. Et on a une obligation de suivre 8 sessions de formation, alors qui vont de l'éthique jusqu'à la rédaction des jugements, en passant par tout un tas de sujets qui sont importants dans la fonction de juge. Et c'est une formation qui est extrêmement importante, qui permet, parce qu'il faut rappeler, comme tu l'as dit, qu'on a affaire à des commerçants, donc des gens qui sont dans le milieu économique. Certains peuvent avoir quelques formations juridiques, et on en a au tribunal de commerce, mais beaucoup n'en ont pas, ou en tout cas des souvenirs très lointains. Donc il y a une obligation de formation, sinon on peut pas être juge. Donc il y a 2 ans pour réaliser cette formation, et puis après, toutes les années, on doit réaliser 2 journées de formation également pour de la formation continue en fait. Et après on a de la formation interne. On a une juge chez nous, Isabelle Parillo, que tu connais également. Très bien. Qui s'occupe de la formation interne et qui prodigue tous ses conseils aux nouveaux juges et même aux anciens juges qui le souhaitent, qui
veulent se remettre quelquefois un peu à niveau, et c'est très important. Et puis on a bien sûr, tu l'as rappelé, l'appui du greffe, qui est un greffe assez exceptionnel. On a cette chance à Chambéry d'avoir des gens extrêmement professionnels, reconnus, et avec une expertise assez incroyable. Donc ça nous permet, je pense, d'être encore plus efficace. Elle est à ce point reconnue d'ailleurs, l'expertise des greffiers du tribunal de commerce de Chambéry, que ce sont ces greffiers qui ont accompagné les tribunaux de commerce de Thonon-les-Bains et d'Annecy lorsqu'ils ont été créés pour apporter leur expertise, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que l'accouchement était quand même difficile. On a créé de toutes pièces des juridictions commerciales qui n'existaient pas, et donc il a fallu insuffler, bien évidemment, tout ce qui fait, j'allais dire le sel, tout ce qui fait en tout cas la substance d'un tribunal de commerce qui est une juridiction bien particulière. Indépendamment du contentieux général, parce que un tribunal de commerce, c'est aussi et parfois essentiellement un tribunal qui juge du contentieux entre les commerçants. Je voudrais qu'on, achève cette émission en évoquant de manière un tout petit peu plus précise ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'accompagnement du dirigeant. On sait que malheureusement la vie d'une entreprise peut être un petit peu difficile et peut être frappée par des difficultés économiques et financières, par une conjoncture ou par des difficultés plus structurelles. Dans ce contexte, j'allais dire qu'il y a tout un arsenal législatif qui permet d'éviter parfois d'avoir à déposer son bilan, comme on dit communément, déclarer son état de cessation des paiements, ça c'est l'expression juridique. C'est-à-dire, il est clair que lorsque l'on n'a plus les moyens de payer son passif exigible avec son actif disponible, on doit malheureusement être placé en redressement judiciaire avec la désignation d'un certain nombre de mandataires. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que en amont de ces mesures qui sont un petit peu des mesures de dernière chance, si j'ose dire, je parle même pas de la liquidation qui là pour le coup malheureusement marque et matérialise la fin d'une entreprise, mais pour éviter un redressement judiciaire, et tu le disais tout à l'heure, il y a un certain nombre de mesures légales qui permettent aux commerçants d'anticiper des difficultés, de bien ou de mieux les gérer en lien avec le tribunal de commerce. Je te laisse juste nous dire deux mots de ces différentes mesures, médiation, mandat ad hoc, conciliation. Alors, comme tu le disais, effectivement, une entreprise, c'est un peu comme un humain. Elle peut avoir des maladies. Ça peut aller du petit rhume jusqu'à la maladie très grave qui va l'amener à sa mort. Donc, le tribunal est vraiment là pour accompagner les entreprises et pour, en cas de maladie, de problématiques ponctuelles, recevoir les chefs d'entreprise, leur expliquer quelles sont les mesures applicables, trouver des moyens de les accompagner pour surmonter ces difficultés qui peuvent être passagères. Je pense que on a eu récemment, avec les épisodes Covid notamment, des vraies difficultés qui sont apparues dans les entreprises, les remboursements de PGE, etc., qui font que ça rend les trésoreries un peu compliquées. Donc, ce qui est important, c'est que le chef d'entreprise puisse effectivement venir voir le tribunal pour définir quels sont les besoins et arriver à avoir un accompagnement adapté à sa problématique. On regrette que beaucoup d'entreprises attendent vraiment le dernier moment et trop longtemps finalement. Aujourd'hui, c'est 70% des procédures collectives qui passent pratiquement directement en liquidation judiciaire. Et c'est vraiment dommage. Il est trop tard. Voilà, à ce moment-là. Il est trop tard. Ouais. Donc, alors qu'on est assez convaincu du fait qu'il y a moyen de préserver l'emploi, il y a moyen de trouver des solutions. Alors, tu en parlais, le mandat ad hoc notamment, qui est une procédure complètement confidentielle, donc à laquelle le chef d'entreprise doit absolument pas avoir peur de se confronter. Et qui permet de trouver des solutions avec les banquiers, avec l'URSSAF, avec les impôts, et avec l'accompagnement d'un administrateur ou d'un mandataire judiciaire qui va en fait représenter l'entreprise. On a après des mesures lorsque les entreprises sont en cessation de paiement, effectivement. Dans ce cas-là, il y a une obligation de passer en redressement judiciaire, de manière à avoir une procédure qui soit là aussi adaptée. Mais ça ne veut pas dire
quand il y a redressement judiciaire, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir liquidation judiciaire derrière. Absolument, tout à fait. Voilà, on va tout faire pour trouver des solutions, accompagner l'entreprise, soit dans le cadre d'un plan de cession, soit dans le cadre d'une continuation avec un plan de redressement, pour pouvoir poursuivre l'activité, avoir des dettes qui soient échelonnées sur une dizaine d'années, en principe, et donner une bouffée d'oxygène à l'entreprise qui va lui permettre de reprendre une activité et de se reprojeter sur l'avenir. En 2 mots comme en 4, n'attendez surtout pas d'avoir des difficultés de paiement de vos cotisations sociales auprès de l'URSSAF par exemple, parce que malheureusement c'est la plupart du temps le signe que la cessation des paiements est proche, pour ne pas dire échue. N'hésitez pas à pousser les portes du tribunal de commerce, parce que le président, il l'impulse lui-même, et toute son équipe de magistrats et le greffe, bien évidemment, sont non seulement disponibles, mais insistent lourdement sur le fait que il est encore temps d'agir à un stade où l'entreprise peut être préservée. En revanche, et ça c'est la première observation, en revanche, et c'est la seconde observation, on doit être tout à fait clair. Si vous tardez, vous mettez en jeu votre responsabilité personnelle. Pourquoi ? Parce que vous continuez d'exploiter, ou plus exactement, vous poursuivez une exploitation déficitaire au préjudice de vous-même, mais surtout au préjudice de vos créanciers. Et ça peut malheureusement coûter très cher lorsque on a malheureusement généré un passif trop important au préjudice de créanciers. Et à ce moment-là, vous risquez éventuellement une extension de la procédure collective à votre propre patrimoine. Donc, j'allais dire, il n'y a rien de rédhibitoire. En revanche, soyez attentifs, soyez accompagnés de professionnels et notamment d'un expert comptable dans la gestion de vos activités, parce qu'on ne s'improvise pas, j'allais dire, son propre comptable. Et sachez qu'il y a des mesures qui sont à votre disposition en amont des difficultés, et que lorsque le stade critique a été dépassé, tout n'est pas encore perdu, mais il est parfois malheureusement trop tard. Il n'est pas trop tard pour achever cette émission, 19h32. Je vais pouvoir te laisser à tes activités de séminaire. Merci beaucoup. À Grenoble, en te remerciant vivement de nous avoir accompagnés pour cette première émission. Merci Patrice. Plaisir 1000 fois partagé pour cette première émission du mois de juin. Nous nous retrouvons le 19 juin prochain. Si mes calculs sont bons, 5 plus 14, ça doit être cela. Et nous nous retrouvons, alors je ne vais pas bien évidemment vous dévoiler le nom de mon invité, mais nous serons dans l'environnement touristique. Je vous souhaite une excellente soirée, une très belle fin de semaine sur Radio Grand Lac. N'oubliez pas, le grand bain de la vie locale. Le son de votre quotidien. La voix de votre territoire. Radio Grand Lac.